Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce premier webinaire 2025 de Génial 360 qui porte sur la thématique technologie émergente au Québec. Je m'appelle Oriane Morier, vous me connaissez déjà, j'accompagne Génium depuis maintenant plusieurs années. Je suis journaliste technoculturelle, puis je vais être l'animatrice de ce webinaire. Donc, le webinaire d'aujourd'hui, il est intitulé Robotique pour la surveillance des chantiers et il porte sur l'utilité et l'utilisation du chien robot Spot pour surveiller les chantiers, notamment en fait à l'aide de systèmes embarqués. Pour en parler, le conférencier d'aujourd'hui, c'est Laurent Ferrier, qui est directeur de la recherche et de l'innovation au Cégep de Sept-Îles. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à Donc, tous, et puis ça me fait plaisir effectivement d'être parmi vous aujourd'hui. Le menu pour ce midi, c'est que donc pendant 30 minutes, Laurent va nous faire une petite présentation illustrée. Et cette présentation va être suivie de quelques questions que je vais lui poser. Puis ensuite, on va ouvrir les questions au public pendant une quinzaine, vingtaine de minutes restantes. Donc, vous aurez bien le temps, l'espace pour poser vos questions. D'ailleurs, pour que vous puissiez le faire, utilisez le Q&A dans le chat. Et donc, de cette manière-là, vous allez pouvoir communiquer les questions qui me seront données et que je pourrai ensuite transmettre à Laurent en fin de présentation. D'abord, j'aimerais quand même vous présenter un petit peu Laurent. Donc, Laurent, comme je l'ai mentionné, directeur de la recherche et de l'innovation du Cégep de Sept-Îles depuis janvier 2024. Il est activement investi dans le développement scientifique de l'Institut technologique de maintenance industrielle et bien sûr la mise en œuvre des activités de recherche dans le domaine des systèmes embarqués. Depuis 2022, il est également professeur associé à l'Université du Québec à Chicoutimi et chargé de cours au département d'informatique et de mathématiques du Cégep de Sept-Îles dans le domaine de l'Internet des objets. Il est titulaire d'un diplôme universitaire technologique, d'un baccalauréat en génie électrique et de deux maîtrises, parce qu'une, ça ne suffisait pas, donc l'une en génie mécanique et l'autre en système embarqué. Il est de plus détenteur d'une agrégation en génie électrique de l'École normale supérieure et d'un doctorat en génie industriel, système embarqué et Internet des objets. Laurent, je vais donc maintenant te céder la parole pour ta présentation. Et n'oublie pas de cocher le petit casque pour permettre donc aux panélistes d'entendre. Parfait. Merci. Bien, bonjour à tous. Merci Oriane pour la présentation. Effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler de l'inspection intelligente donc, de systèmes industriels par le chien robot Spot. Donc, ma présentation va s'articuler de la façon suivante. Je vais vous parler d'abord, évidemment, comment est organisée la recherche au Cégep de Sept-Îles, parce qu'effectivement, nous sommes un collège, mais nous avons un centre de recherche avec 4 unités de recherche. Ensuite, je vais évoquer nos partenaires et nos outils indispensables pour mener nos travaux de recherche. Je poursuivrai par un bref tableau de ce que l'on fait dans les différentes unités de recherche. Et puis, on attaquera un petit peu bille en tête, si je puis dire, sur donc l'utilisation du chien robot Spot avec l'inspection des longs convoyeurs miniers. Ensuite, je vous parlerai des travaux que l'on mène actuellement pour donc mener des inspections dans des entreprises. Et à la fin, je finirai par vous parler un petit peu, évoquer la façon dont j'ai introduit donc Spot au niveau de l'éducation. Alors, sans plus tarder, je vais vous parler donc de l'organisation de la recherche au Cégep de Sept-Îles. Évidemment, nous sommes un cégep à la base, donc le cégep propose des programmes techniques qui sont liés évidemment au tissu économique de la côte nord, comme par exemple technologie minérale, technologie de maintenance industrielle, technologie du génie électrique, également technique de l'informatique, également des programmes préuniversitaires et puis la formation continue. Ensuite, nous avons un centre de recherche avec 4 unités de recherche, donc l'Institut technologique de maintenance industrielle, qui est un centre collégial de transfert de technologie, le CR2IE, qui est plus spécifiquement, qui travaille plus spécifiquement sur des problématiques d'efficacité énergétique, un centre ferroviaire, qui est un ECAT, qui s'appelle RAI, et enfin la 4e unité, qui est le GRENOC. Vous voyez apparaître en bas à droite de l'écran un satellite qui est donc le centre d'entrepreneuriat et de valorisation des innovations.
qui nous permet en fait de partir en valorisation et en commercialisation pour certains projets de recherche que l'on estime avoir un TRL suffisant. Alors, quels sont nos partenaires et nos outils donc, pour mener à bien nos travaux de recherche? Alors, tout d'abord, nous avons un centre labellisé donc, par le MEIE, un centre labellisé Centre d'innovation, qui est en train de sortir de terre et que nous allons habiter donc, à partir de juillet 2025, donc demain en fait. Il faut vous imaginer sur la petite photo que vous voyez ici, que derrière, vous voyez, vous avez un L et derrière, vous avez donc des rails qui rentrent à l'intérieur du centre. Ça veut dire que donc, on va avoir des wagons, on va pouvoir reconstituer toute la signalétique et tous les systèmes de télécommunication que l'on trouve sur les voies ferrées pour développer des projets au plus près de ce qu'on rencontre donc sur les voies ferrées avec donc un déploiement qui va être au plus près de la réalité. Puis également, on va avoir une foultitude de mètres carrés pour les autres unités de recherche. Et l'idée également de ce centre d'innovation, c'est aussi de pouvoir héberger des startups spin-off donc pour travailler avec les compagnies locales. Le deuxième outil, en fait, vous voyez, ce sont nos compagnies. On a un terrain de jeu qui est assez extraordinaire. J'en cite quelques-unes ici, comme la Luminerie Alouette, Rio Tinto, ArcelorMittal, le port de Sept-Îles, Metal 7, la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire, Minerai de Fer Québec également, puis une kyrielle de PME comme Logistec et autres. Donc, c'est sur la base de ces compagnies que, effectivement, on identifie des projets potentiels et ensuite, eh bien, qu'on va monter le projet et partir donc en développement et en implantation à la fin du projet finalement de la solution que l'on aura développée. Ensuite, bien évidemment, les collaborations avec les universités sont fondamentales là aussi. Et donc, on a notamment des collaborations fortes avec l'Université du Québec à Chicoutimi. On a une antenne ici de l'UQAC et on a une entente qui est en cours de signature donc avec l'UQAT. Également donc l'UQTR, l'UQAR, l'ETS et des universités à l'international que je cite ici comme l'Université de Clermont-Auvergne et des écoles d'ingénieurs également donc en France avec lesquelles on collabore sur des projets de recherche. Alors, quelles sont les unités de recherche du Cégep de Sept-Îles? Donc, je vous ai dit qu'il y en avait quatre. Je commence par la première, qui est un petit peu exotique par rapport aux trois autres, puisqu'on est sur une unité de recherche qui n'est pas sur la technologie, mais qui est basée en fait sur les écrits nord-côtiers. Elle s'appelle donc le Grénox. C'est la première qui a vu le jour en 2005, donc au Cégep de Sept-Îles. Donc, une revue qui s'appelle Littoral est publiée avec des écrits qui sont vraiment de grande qualité. La deuxième, donc, c'est le centre ferroviaire Rail. Donc, toute la philosophie du centre est basée autour de ce camion que vous voyez en image ici. Donc, c'est un camion pick-up rail qui embarque des caméras 3D avec du guidage laser, ce qui permet, en fait, très simplement, de faire de l'analyse donc des défauts sur les voies ferrées, sur par exemple 450 km. Et donc, le centre rail fournit derrière donc un rapport d'inspection aux compagnies qui ont demandé cette inspection sous 36 heures au maximum. Donc, il y a toute une kyrielle de développeurs qui sont donc dans le centre rail et qui ont développé, donc vous voyez l'écran à droite ici, donc des applications pour visualiser les défauts dans les rapports d'inspection, donc des dashboards plus précisément. Également du développement d'applications pour les tablettes qui sont utilisées par les inspecteurs. Donc, il y a une forte collaboration entre Rail notamment et Transport Canada. La troisième plutôt unité, donc c'est le CR2IE, donc basé, vous voyez ici plusieurs axes, donc sur les réseaux intelligents, micro-réseaux et systèmes électriques industriels. Donc vous voyez un exemple sur la photo de droite. On a donc c'est ce qu'on appelle des green cubes, donc des plateformes qui sont embarquées sur des remorques, qui sont tout à fait utiles pour le milieu isolé. Vous avez des panneaux photovoltaïques qui se déploient, une éolienne par exemple, et on est capable de fournir 2 kW. Donc nous, on est à la porte du milieu isolé ici, donc sur la côte nord et à cette île. Donc il est important pour nous donc, de faire preuve d'ingéniosité pour développer nos systèmes pour donc, le milieu isolé, à la fois en termes de fourniture d'énergie, mais également en termes de systèmes de télécommunication. Alors, ici, vous voyez donc quelques exemples de projets. Donc là, les chercheurs travaillent actuellement sur un projet de recharge de batteries embarquées dans des véhicules, tandis que le véhicule est en mouvement. Actuellement, ce qu'on connaît, c'est qu'il faut s'arrêter et connecter avec une prise le véhicule pour pouvoir faire la recharge. Et donc, vous avez des panneaux photovoltaïques, ça, c'est pas une invention, parce que ça existe déjà, flexibles, qui sont disséminés tout autour du véhicule, comme vous pouvez le voir sur l'image de gauche, en haut ici. Également, l'équipe travaille sur des problématiques de décarbonation, la conception de systèmes à base d'hydrogène
pour optimiser, par exemple, le fonctionnement d'une génératrice diesel. Vous savez que dans les mines au nord, il y a des smirmores qui contiennent des génératrices diesel pour fournir de l'électricité. Et donc, l'idée de l'injection de l'hydrogène, eh ben, c'est d'optimiser la génératrice en termes de rendement, mais aussi en termes de pollution. Également, ils conçoivent, alors là, ça a été testé, donc on est en phase de validation, de test et validation, donc des sectionneurs intelligents. Ce sont des sectionneurs qui fonctionnent non pas en boucle ouverte, avec risque d'arc électrique, mais en boucle fermée, avec des petits réseaux de neurones qui sont implantés donc dans les contrôleurs, ou ce qu'on appelle un microcontrôleur, c'est-à-dire le cerveau du système, qui va donc piloter avec une commande qui est un petit peu plus smooth, donc l'ouverture et la fermeture donc, du sectionneur intelligent. L'Institut technologique de maintenance industrielle, basé sur le concept usine 4.0, qui commence d'ailleurs à être un petit peu dépassé maintenant, puisqu'on parle d'usine 5.0, je pense que vous savez ce que c'est. C'est la collaboration finalement entre les hommes et les robots. Donc, qui dit usine 4.0 dit faire de la prédiction donc de défaillance sur les processus industriels. Mais pour ce faire, eh bien, il faut collecter des données. Donc, il y a une partie de l'ITMI qui travaille sur la partie instrumentation des dispositifs industriels. Ensuite, il faut transférer toutes ces données amassées donc par tous les systèmes de télécommunication, dépendamment du milieu de propagation. Donc, comme par exemple, on utilise du LoRa, on utilise du Zigbee, du Z-Wave, du LTE, et également on travaille sur des systèmes de télécommunication à base de nanosatellites également. Puis enfin, en bout de ligne, une fois que les données sont stockées sur les serveurs, eh bien l'idée c'est de visualiser les systèmes à distance, donc développement d'interface homme-machine, de systèmes de génération d'alerte, et puis enfin, il faut faire parler ces données, donc développement d'algorithmes de prédiction de défaillance. Je vous donne un petit exemple de système que l'on a développé à l'Institut technologique de maintenance industrielle qui s'appelle le système Domino. Vous voyez le petit logo en haut. Domino comme données en milieu nordique. Donc, c'est un système en fait RFID. Alors évidemment, on a tous ces convois ferroviaires qui acheminent le minerai du nord du Québec jusqu'au port de cette île. Et donc, les compagnies comme la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire, SFPPN, souhaitaient pouvoir mettre des points de passage ou de traçage, si vous voulez, de traçabilité, pardon, donc des convois ferroviaires sur son domaine. Donc, on a déployé 5 points de traçabilité. Donc, c'est un système, vous voyez sur la photo en haut à gauche, vous avez 2 antennes RFID. Les convois ferroviaires, nativement, tous les wagons en Amérique du Nord comportent un tag. Il y en a 2 de chaque côté pour avoir une redondance de lecture. Et donc, quand le train passe devant les antennes, notre système que vous voyez ici dans la boîte, qui est entièrement développé par nous, donc en termes de PCB, réalisation des cartes, notamment de câblage du système et de réalisation des boîtiers en impression 3D. Donc le système vient lire le contenu des tags, qui c'est finalement la carte d'identité du wagon, et donc répertorie tout ça dans un fichier. Et le fichier, ici c'est un système LTE, vous voyez l'antenne qui est perchée en haut du mât, et bien donc le fichier est envoyé aux compagnies. Puis après, dépendamment des demandes, ici SLPPN nous avait demandé d'avoir un fichier HTML avec les différents wagons, donc la direction du wagon, les locomotives qui sont mis en tête et également un eurodatage du convoi. Donc ça permet finalement d'améliorer la logistique sur le terrain. Et notre système peut fonctionner avec du photovoltaïque s'il n'y a pas d'énergie électrique et quel que soit le mode de télécommunication. Donc ici on a mis de la LTE, s'il n'y a pas de réseau LTE, on va mettre un système nanosatellite par exemple ou autre. Donc il y a une grande modularité si vous voulez sur notre système et c'est ça qui en fait sa force. Alors, on passe donc à l'inspection des convoyeurs miniers et donc à l'utilisation de spots. Bien. Alors, pourquoi spot? Alors, on a 2 spots ici donc au centre de recherche. Donc, je pense que vous pouvez vous poser la question légitimement, comment se fait-il qu'un collège et un centre de recherche investissent des plateformes qui coûtent à peu près 400 000 dollars avec les payloads, fois 2, puisqu'on en a 2. Il y a certainement donc une stratégie qui se cache derrière. Alors, très simplement, ce sont les entreprises, encore une fois, nos partenaires, qui nous ont contactés quand Boston Dynamics a commencé un peu à publier leurs résultats. Ils nous ont dit, nous, on aimerait bien avoir des chiens qui fassent les inspections de nos processus industriels, mais on n'a pas forcément les ressources ou le temps pour les déployer. Est-ce que vous pourriez prendre ça en charge? Donc nous, évidemment, on était super excités, mais on s'est dit, il faut qu'il y ait d'autres aspects qui fassent qu'on investisse dedans. Donc, évidemment, le Cégep, c'est un pourvoyeur d'emploi pour nos compagnies en termes de techniciens que l'on va fournir. Donc, ça serait intéressant de former les techniciens à la programmation et à l'utilisation du chien. Donc là, on tombe sur un aspect éducationnel. Et enfin, c'est une plateforme de recherche. Donc, ça va nous permettre, sans jeu de mots évidemment, d'aller chercher des niches de développement pour nos 2 chiens spot. Donc, on a un aspect finalement tridimensionnel qui a justifié le fait que l'on investisse effectivement sur ces chiens. Donc là, je mentionne que c'est au cours de projets
subventionnés par donc le MEIE, la Société du Plan Nord et également le CRSNG, qui nous ont permis finalement donc d'acheter ces chiens. Alors, quelles sont les caractéristiques de Spot? Donc la première chose, bah, évidemment, c'est pas une voiture de course, donc ça va à 6 km/h au maximum, mais c'est pas grave parce qu'on sait très bien quand il s'agit d'aller faire des mesures, eh bien, il faut prendre le temps de faire ces mesures. Donc on cherche pas à avoir une Formule 1, évidemment. Le chien donc fait 30 kg en termes de poids. Il est capable d'embarquer 15 kg également sur son dos, c'est ce qu'on appelle les payloads, on va en parler un petit peu plus loin. Et également en termes d'autonomie, en moyenne, dépendamment évidemment de l'utilisation des payloads que l'on a dessus, on est à peu près à 1h30. Alors les payloads que l'on embarque, vous voyez ici une caméra PTZ avec un micro et une caméra thermique. Donc ça permet de faire des inspections thermiques, d'aller chercher des détails qu'on a du mal à voir à l'œil nu ou d'enregistrer des bruits suspects par exemple. On va en parler un peu plus loin aussi. Ici, vous avez un module donc LiDAR Velodyne, plus sur le top du LiDAR, vous avez une antenne LTE qui permet d'envoyer des données éventuellement, et tout un module donc GPIO, donc ce qu'on appelle le Core I/O, qui permet finalement de connecter d'autres périphériques, des capteurs par exemple. Un exemple de capteur qu'on a utilisé, je vais vous le présenter un peu plus loin, fourni par la compagnie Dracal, qui est donc québécoise. Et un module qu'on vient d'acquérir dernièrement, qui est donc le SPL, comme Sound Pressure Level de Fluke, qui permet en fait, comme vous le voyez sur l'image en bas à droite, d'aller détecter des fuites de gaz, par exemple, ou également faire l'étude éventuellement de vibrations. Donc là, on a finalement, vous voyez, des payloads qui nous permettent de mener des inspections assez poussées sur les processus industriels. Alors, nous, on est parti sur un projet donc qui était, pour lequel il n'y a pas vraiment de solution actuellement efficace, qui est l'inspection des longs convoyeurs miniers. Quand on parle de long, c'est 2 à 3 km éventuellement, avec des solutions fixes en en-tête et en queue de convoyeur, et le spot qui va se balader le long du convoyeur pour aller compléter finalement donc l'inspection et les données qui sont donc acquises par donc ces plateformes en en-tête et en queue de convoyeur. Alors pour la petite histoire, quand on a commencé à sortir donc avec Spot et aller faire des tests, on s'est rendu compte en discutant effectivement avec les opérateurs que ben moi je me souviens très bien qu'un opérateur m'avait dit, on était en train de regarder les rouleaux des convoyeurs et puis disait écoute, écoute, écoute Laurent. Et quand je suis revenu donc au centre de recherche, je dis à mon collègue dans la voiture, c'est quand même, tu as remarqué, on n'arrête pas de parler d'écoute, d'écoute, et nous on était parti au départ sur une analyse thermique des rouleaux. Alors, donc, il a été intéressant du coup de changer notre fusil d'épaule et de dire, bah, en fait, on va mettre des oreilles à spot et on va travailler plutôt sur les bruits que l'on entend et on va confirmer effectivement si des bruits sont suspects, eh bien, par de l'analyse thermique. Donc là, je vous donne quelques illustrations, notamment, là, on voit spot sur les premiers essais que l'on a fait avec le convoyeur que vous voyez ici. On voit le groupe bien positionné spot et puis on regardait dans un premier temps ce qu'on était capable de prendre comme image thermique. Euh, Là, vous voyez que c'est vraiment une plateforme industrielle. Sur l'image, hein, on sort du tamal, 30 kilos, et puis donc ça vient monter effectivement les escaliers sans pousser. Voilà. Alors, du coup, ce faisant, on a commencé à mener notre analyse de la façon suivante. Donc, vous voyez ici donc on voit Spot sur un petit peu le domaine que vous avez vu. Vous voyez le long convoyeur ici, le minerai de fer. Donc, Spot enregistre les bruits. Donc, ce sont les oreilles hein, finalement de Spot. Et donc, on vient faire l'acquisition du signal audio. Donc, échantillonnage, numérisation classique. Et puis, donc, transformé de Fourier rapide. Ensuite, on vient faire une étude sur la bande passante, sur la fréquence du bruit. Et c'est là qu'on commence à savoir si oui, ce bruit-là, en ayant entendu pas mal d'échantillons, est problématique ou pas. Donc derrière, on va faire tourner un petit modèle, modèle IA par arbre qu'on appelle Random Forest, RF, qui donc que l'on a entraîné et donc que l'on a testé au cours du temps. Donc finalement, comme je vous l'ai indiqué, la mission, le processus de la mission est le suivant. On enregistre donc les bruits, on fait une analyse grâce à notre modèle IA et derrière, est-ce que le bruit est problématique? Oui, à ce moment-là, on prend une image thermique en live, en direct, qui confirme finalement le bruit. Et s'il n'y a pas de problème, le bruit n'est pas problématique, ben on recommence, le chien se déplace, puis on écoute le long du convoyeur. Voilà, donc là, effectivement, sur les résultats, on est encore en train de travailler sur notre solution. On est à peu près à 78% d'obtention de résultats positifs, ce qui est quand même assez encourageant. Alors, vous voyez ici, là, sur l'image du haut, c'est ce qu'on appelle donc un fiducial ou une balise. C'est le point de départ finalement de Spot
quand il va commencer à faire sa mission. Il faut bien qu'il ait un repère quand même. Donc ce gentil chien. Alors, donc quelles sont les évolutions sur le projet que l'on voit? Donc évidemment, il va falloir tester d'autres convoyeurs que notre partenaire, la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire, ce qu'on a commencé à faire. Voir un peu comment on va se débrouiller parce qu'il y a des convoyeurs qui sont fermés. Donc comment, peut-être que là, du coup, le bruit ne va pas suffire. Donc voilà, il y a une adaptation à faire dépendamment de ce que l'on va rencontrer comme convoyeur pour avoir une solution qui globalement fonctionne. Également, on est en train de faire des tests, puisque le Fluke dont je vous ai parlé tout à l'heure, le Sound Pressure Level, on l'a reçu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, on est en train de faire des tests aussi là-dessus. Donc, après, derrière, la fin des fins, ce qu'on souhaiterait, bah, c'est concevoir un outil qui est tel qu'une entreprise vient nous lever un petit drapeau, un petit flag, et nous dit, j'ai besoin de faire une inspection du convoyeur, de mon convoyeur. À ce moment-là, le technicien prend spot, puis avec l'outil qu'on a développé, arrive sur site, fait son setup, le chien fait son inspection, et derrière, un peu comme finalement le camion d'inspection de rail, eh bien, on vient fournir un rapport d'inspection à la compagnie en peu de temps. Alors, là, ici, je vous parle de d'autres problématiques sur lesquelles on travaille avec Spot, puisque ce qu'on a constaté, en fait, en allant avec Spot faire des essais dans différentes compagnies, eh bien, c'est que finalement, l'opérateur qui fait son inspection, eh bien, on l'a vu en faisant plusieurs points d'inspection, la majorité des points d'inspection, ça peut paraître assez basique, mais ce sont des écrans LCD dont il faut lire la valeur, et puis également des manomètres. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points d'inspection avec la manomètre. D'où l'idée, alors lui, évidemment, l'inspecteur, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, l'employé, il fait son inspection, puis après, derrière, il y a un rapport d'inspection qui est émis, puis le superviseur peut regarder le rapport d'inspection peut-être le lendemain. Donc, nous, notre idée, bah, c'est finalement de remplacer donc l'employé, parce que des fois, il y a des endroits d'inspection qui peuvent être dangereux, par exemple, pour sa santé ou en termes d'accès. Donc, c'est de remplacer ces inspections, cet employé par Spot. Donc l'idée, ben, c'est que Spot aille prendre les points d'inspection, mais qu'il ne soit pas simplement à lire. On veut aussi qu'il décide, c'est-à-dire qu'il lise les données sur le manomètre, donc extraction des données, et est-ce que cette donnée est correcte ou non. Fait que Spot, après, quand il vient se reposer sur ce qu'on appelle son Docker Station, quand il a fini son inspection, c'est-à-dire là où il est parti, eh bien, en fait, à ce moment-là, le rapport est émis avec des décisions de Spot, plus des photos, plus des possibilités d'annotation pour le superviseur. Donc c'est là, c'est ça qu'on est en train de faire. Alors donc on a travaillé déjà au niveau de l'ITMI sur ce type de système. Donc comment lire les données, l'écran LCD. Donc on a utilisé des algorithmes de type OCR pour donc venir définir là où il y a des caractères sur l'écran LCD. Puis après derrière, vous voyez, par exemple, on a un cas où on a une petite angulation sur l'écran LCD. Il faut être capable de jouer de tout ça aussi, hein, ce sont des vraies problématiques. L'écran LCD peut être sale aussi. Et donc derrière, on vient donc faire une rotation, positionner les choses correctement et après derrière extraire donc ces données. Alors, ici, vous voyez le chiffre 83. C'est-à-dire qu'on est capable de prendre une décision si la valeur est bonne ou non, quoi, finalement. Ça, c'est pour le manomètre. Donc là, c'est une difficulté qui est encore supérieure. Donc on a travaillé quand même pendant des semaines, je dirais, pour arriver à avoir quelque chose. Et là, on a utilisé des modèles IA que l'on a entraînés, entraînés et entraînés avec une structure, un raisonnement un peu mathématique, en disant, voilà, on fait ce qu'on appelle une bounding box, c'est-à-dire qu'on vient savoir où est finalement le manomètre, puis après, on est capable de se poser, il faut poser 4 points, le début de la lecture, la fin de la lecture, le centre de l'aiguille et la pointe de l'aiguille. Et vous voyez, ici, on en est rendu, par exemple, on est capable de sortir la valeur et donc de prendre une décision par derrière. Donc là, il y a des tests qui sont effectués maintenant là-dessus, dans nos compagnies, enfin chez nos compagnies partenaires, pour voir s'il y a encore des modifications, des petites corrections à faire. Voilà, donc le modèle IA, je vous le montre rapidement. Donc voilà, c'est ce que je viens de vous expliquer finalement à la fin des fins. Alors, après, autre intérêt d'utiliser Spot, bah, c'est dans des sautages ou quand le milieu est dangereux pour l'homme. Donc après un sautage, on n'a pas le droit d'envoyer des humains pour savoir effectivement c'est quoi l'état des lieux sur le sautage. Donc là, l'utilisation de Spot bah, peut être vraiment très intéressante. Donc, c'est ce qu'on a fait. Alors, on a déployé donc la solution suivante. Donc, vous voyez, vous retrouvez les capteurs Dracal ici, notamment qui nous permettent de mesurer, par exemple, ce qu'on appelle des composés organiques volatiles, autrement dit des COV. Puis là, on a implémenté, on a conçu en 3D donc un boîtier qui vient se mettre proprement, vous voyez, sur le dos de Spot. Et donc, on a implanté des capteurs donc, de sulfure d'hydrogène, de dioxyde d'oxygène, enfin de O2, et puis également de monoxyde de carbone.
Et que là, on a commencé à faire des tests et l'idée après, bah, c'était développer sur la tablette de téléopération que la personne qui téléopère Spot à distance soit capable de voir les données. C'est ce que vous voyez ici sur l'écran, c'est une capture d'écran de la tablette. Et puis également, donc après, ben, ce qu'on voulait, c'était à distance sur un beau dashboard, voir ce qui se passait. Donc vous voyez, vous avez le boîtier 3D à gauche que je vous ai montré sur le Dotspot, acquisition des données sur le Core IO que je vous ai présenté tout à l'heure aussi. Puis ensuite, donc, enregistrement sur une base de données de type Postgre. Et après, donc, on vient lire la base de données. Et enfin, affichage donc, sur l'interface Homme-Machine. Donc, voilà ce que ça donne finalement. Donc là, ici, on a utilisé une solution de type Grafana avec quand même des dashboards qui sont assez beaux et de la génération d'alertes si une donnée, par exemple, est problématique. Après, donc ça, c'était en téléopération. Maintenant, il faut être capable de le faire en autonomie, parce que le chien, il faut qu'il soit opérable en autonomie. Donc là, on a fait des tests également où le chien envoie ses données en autonomie totale. Voilà, alors je vous fais une petite vidéo pour résumer un petit peu cela. Alors, vous voyez là ce que vous avez vu, on va en reparler un petit peu plus loin, où Spot, l'endroit où il est, c'est une mine en fait qu'on a recréée ici, donc pour le programme Technologie Minérale. Ce sont deux conteneurs qu'on a mis bout à bout et on a recréé à l'intérieur l'environnement d'une mine, ce qui nous permet finalement là aussi d'aller faire des essais. Alors, donc, je vous présente donc là aussi maintenant donc une autre utilisation parce que le fait de capter des données après un sautage, bah, c'est un cours qui s'appelle le sautage également en technique minéralogie et les étudiants vont pouvoir l'utiliser. Alors, je vous présente donc l'idée comment donc on introduit Spot au niveau éducationnel, qui était la deuxième dimension de nos trois dimensions de base que je vous ai expliquées tout à l'heure. Alors, la première chose, évidemment, des gens qui sont développeurs, donc programme technique de l'informatique, l'idée c'est d'aller programmer Spot. Donc, vous pouvez utiliser des langages de type Python, C++ pour programmer donc le chien. Je vais vous expliquer un petit peu comment il faut faire pour ne pas se perdre non plus. Et donc ici, bien, les programmes que nous on vise avec ça au niveau du Cégep, c'est technique de l'informatique. Et puis un autre programme que je n'ai pas nommé tout à l'heure qui s'appelle SIM, qui a démarré. Moi, j'aurais bien aimé le faire en tant que si j'avais été encore étudiant à l'époque, qui s'appelle Sciences informatiques et mathématiques, avec beaucoup de projets qui viennent prendre toutes ces compétences physiques, mathématiques pour les mettre en œuvre avec des plateformes. Et puis également, ben, il n'y a pas que des développeurs dans la vie, et il y a des programmes effectivement où il s'agit de traiter les données. Et là, il ne faut pas du tout que les étudiants travaillent sur des scripts. Donc là, les programmes comme minéralogie, génie électrique, technologie de maintenance industrielle, ben, ça va être de leur développer un outil pour que les étudiants eh bien, utilisent Spot et viennent récupérer les données sur Spot et puissent travailler avec. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors, je précise juste, vous voyez, sur la première insertion qui est la programmation de Spot,
Spot a un savoir-faire qui est effectivement, c'est ce qu'on appelle ces Autowalk Missions, c'est-à-dire des missions en autonomie totale. Donc, vous prenez le chien, vous le téléopérez, vous dites, voilà, là, je prends une image, là, je prends une image thermique. Après, je vais lui faire ouvrir une porte. Donc, ce sont des actions qu'on lui fait faire. Et quand on a fini la mission, bah, après, le chien, lui, va être capable de les répéter en autonomie totale. Mais ça, enfin, il ne s'agit pas de reprogrammer un déplacement ou la prise d'une photo, ça existe déjà. Donc, la programmation du chien, c'est plutôt programmer, comme vous le voyez ici, action étudiant, une nouvelle action qui n'existe pas pour venir l'insérer finalement dans une AutoWalk Mission. Donc voilà. Donc encore une fois, il ne faut pas vouloir réinventer la poudre. Des fois, c'est pas la peine. Alors je vous montre une petite vidéo justement de cette insertion de Spot au programme technique informatique sur un cours que je donne à l'automne. Alors voilà pour cette insertion, donc programmation. Deuxième insertion, programme technique minéralogie, par exemple. Les étudiants ne sont absolument pas des programmeurs. Donc là, l'idée, c'est de leur développer un outil pour que les étudiants prennent le chien, aillent dans la fameuse mine que je vous ai présentée tout à l'heure, et puis fassent par exemple des relevés lidar. Alors ça ne vient pas annuler les relevés qu'ils font avec des trépieds, mais ça vient compléter les choses. Et l'idée, si vous voulez, c'est que les étudiants, avec la tablette, lancent l'acquisition des données LIDAR, pilotent le chien. Quand ils ont fini l'acquisition des données LIDAR, on arrête l'acquisition, on transfère les données effectivement sur le serveur, ils reviennent en classe et là, ils sont capables de travailler sur la donnée et de faire de la modélisation. Donc, je vous présente donc également une petite vidéo à ce Alors niveau. voici une autre utilisation du chien robot Spot, cette fois-ci dans le cadre du programme minéralogie. Dans ce programme, les étudiants doivent aller faire des relevés terrain. Donc ça peut être des relevés pour faire la cartographie d'une mine, ça peut être des cartographies également extérieures où ils utilisent des instruments avec des trépieds et ils font des relevés de coordonnées GPS. Et également derrière, ils vont utiliser les données pour faire de la modélisation. C'est le lidar qui est embarqué sur le chien qui va permettre d'aller faire des relevés avec une extrême précision, de faire ensuite un modèle de l'endroit de la mine ou du terrain en extérieur. Quand on revient dans classe, les étudiants vont pouvoir travailler sur les données fournies par le lidar. Donc cette fois-ci, on n'est plus dans l'utilisation de Spot avec la programmation du chien robot Spot, mais plus la prise de données terrain. Et ensuite, une fois que l'on revient, après avoir fait tous ces relevés, eh bien, ça va être le traitement des données que l'on a acquises donc, sur le terrain. Alors voici. Voilà un petit peu. Alors, je précise juste pour les données capteurs que vous avez vus à Josès et autres, on planifie là dans les semaines à venir. En fait, les profs, maintenant, on a fait un calendrier là, puis les profs viennent réserver en fait le chien pour l'utilisation avec les étudiants. Ça veut donc dire que si on fait un bilan, on est effectivement dans le développement de projets de recherche avec les industriels. On a inclus le chien, introduit le chien au niveau éducationnel. Et puis là, on va travailler sur d'autres projets. Voilà, donc on est très ouvert effectivement aussi à travailler avec beaucoup sur des nouvelles technologies et des solutions innovantes grâce à nos chiens RoboSpot. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Puis je suis prêt à répondre à des questions évidemment. Parfait. Ben, écoute, merci beaucoup, Laurent. Quelle incroyable présentation, puis quels incroyables projets tu viens de nous présenter. Il y a beaucoup, beaucoup de questions. Je vais t'en poser deux, trois petites de mon côté, puis après, on va y aller avec les questions du public pour que tu puisses vraiment répondre à leurs besoins. Donc, première question pour toi, donc là, juste qui vient de moi, là, mais pour approfondir. Sur certains éléments, tu nous as vendu du rêve avec ces chiens RoboSpot. Quels sont les enjeux que tu as pu rencontrer lors des essais en fait du chien robot, puis comment en fait tu les as résolus?
Ok, alors c'est une très bonne question. Effectivement, il faut voir l'adaptabilité surtout du chien, parce que c'est bien gentil d'être au laboratoire ici, puis de fantasmer sur des solutions qui pourraient être intéressantes. Mais l'idée, c'est d'aller faire, et je m'en suis rendu compte au cours des tests, c'est de voir sur les points d'inspection dont j'ai parlé tout à l'heure, est-ce que le chien est capable de les faire? Est-ce qu'il est capable de passer partout? Et donc après, derrière, à la fin des fins, souvent ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un petit résumé avec les gens, les employés de la compagnie en disant, bon, alors là, ce point d'inspection, par exemple, sur des convoyeurs en extérieur qui étaient situés comme, par exemple, l'équivalent de 2 étages en hauteur, ben, en fait, il y avait des coins où le chien, on sait que ça nécessite comme une révolution, c'est-à-dire qu'il y a des modifications qui sont trop importantes. Donc là, on sait qu'on ne pourra pas le faire. Par contre, d'autres cas qui sont modifiables à loisir, c'est par exemple les écrans LCD dont j'ai parlé tout à l'heure. Je me souviens d'un cas où l'écran était effectivement à peu près à 45 degrés, assez en hauteur, donc même en levant le chien avec la caméra PTZ, il était impossible d'aller lire effectivement cet écran LCD. Mais ça, c'est pas grave, parce qu'il suffit juste de faire une petite modification du support pour le ramener à la verticale. Et à ce moment-là, on est capable de faire ce point d'inspection. Donc, il faut regarder quelles sont les corrections mineures, quelles sont les corrections qui seraient majeures, voire impossibles. Et du coup, à la fin, on est capable de tirer une conclusion si oui, le chien peut être implanté ou pas dans le processus industriel. Merci beaucoup. Puis tu sais que là, les gens qui nous écoutent, bon, bah, ce sont des ingénieurs, différentes catégories. Quels sont les types d'expertise en fait en génie qui sont nécessaires pour ce type de projet-là? Alors, moi, je dirais que là, on peut mêler des expertises, puis c'est toujours intéressant. Moi, je suis toujours un petit peu fervent défenseur d'associer des compétences. Bon, c'est sûr qu'il y a un aspect programmation lorsqu'on veut aller vers des choses un petit peu plus fines. Là, tout à l'heure, on a parlé un petit peu d'IA. Donc, c'est sûr qu'il faut quand même avoir une maîtrise de l'entraînement des modèles IA, de la conception, etc. Et puis également, il y a des connaissances en robotique qui sont quand même assez importantes, notamment quand on veut faire la préhension ou la perception et être capable, parce que par exemple, on a vu le chien, nous on a un chien avec un robot et un autre avec un bras, pardon, et l'autre sans bras. Et sur la pince du bras, il y a une caméra qui se situe là. Donc, si on veut être capable d'aller attraper des objets, par exemple, ou tourner des vannes, appuyer sur des boutons d'arrêt d'urgence, s'il y a par exemple une urgence où le chien peut se déplacer tandis qu'on est à distance, on lève le chien, on va faire une mission pour lui dire, bah là, mesure effectivement s'il y a du gaz. Oui, il y a du gaz. À ce moment-là, sa mission, bah, c'est d'aller, par exemple, appuyer, arrêter des machines, donc arrêt d'urgence, tourner des vannes peut-être. Il y a donc des notions, si vous voulez, si tu veux, de perception dans l'espace. Et donc là, l'aspect, avoir quelqu'un qui est roboticien, si je peux appeler ça comme ça, donc c'est quand même, qui a des grosses connaissances, en tout cas en robotique, ça peut être intéressant, et en perception surtout. Excellent. Puis une dernière question avant d'ouvrir à celle du public. Tu as parlé des entreprises à plusieurs reprises. Est-ce que tu pourrais revenir justement sur l'importance de collaborer avec des entreprises pour ces TEPS et aussi peut-être pour les gens qui nous écoutent, comment on s'y prend en fait lorsqu'on est en entreprise puis qu'on veut collaborer avec vous? OK. Oui, alors pour nous, d'abord, on est un centre de recherche, mais on fait de la recherche appliquée et de la recherche et du développement. C'est-à-dire qu'on ne veut pas travailler sur des projets de recherche, et c'est absolument pas notre souhait et les prérogatives que l'on a, c'est de travailler sur des projets où on ne sait pas s'ils vont aboutir. Donc de toute façon, quand on s'assoit avec une entreprise, qu'on identifie une problématique chez eux et que du coup, éventuellement, notre façon de fonctionner, c'est qu'on va monter une subvention. Derrière, c'est de l'argent gouvernemental. Il y a une entreprise qui est partenaire. Et donc, derrière, inévitablement, il y a donc un livrable. Après, sur la façon, donc c'est important pour nous. On travaille uniquement comme ça. Et puis après, ben, l'idée, c'est que si par rapport aux cas d'études sur lesquels on communique, eh bien, effectivement, les compagnies voient un intérêt, eh bien, à ce moment-là, ils viennent frapper à notre porte. Et puis, il n'y a aucun problème. On va organiser des rencontres. On va même faire venir les gens éventuellement, on va faire une démonstration. Moi, j'aime bien faire ça souvent. Comme ça, les gens, ça permet déjà de voir un petit peu nos laboratoires, qu'est-ce qu'on fait, comment on travaille. Et puis après, derrière, eh bien, on est parti, on voit si effectivement on peut collaborer ensemble et nous, surtout, si on peut amener une solution. On ne va pas s'embarquer non plus vers des choses où, pour l'instant, on n'a pas de savoir-faire et on n'est pas capable de livrer quelque chose. Ça, c'est sûr et certain. Je sens que tu vas avoir beaucoup de nouvelles connexions LinkedIn bientôt. OK, Euh, tant mieux. Donc là, je te propose de passer donc aux questions du public. Donc je vais me faire la voix du public. On me correspond en fait vos questions dans le chat. Donc alors, première question sur les caractéristiques du robot. Est-ce que Spot résiste à la submersion à l'eau?
Et est-ce que Spot est adapté aux conditions hivernales? Très, très bonne question. C'est effectivement la première chose qu'il faut regarder par rapport au milieu d'implantation dont je parlais tout à l'heure. Moi, quand j'ai acheté j'ai acheté, quand je suis allé chercher les subventions et avec le Cégep et qu'on a donc acquis ces chiens, la première question que je me suis posée en amont, c'était, j'ai contacté Boston Dynamics, puis je voulais savoir un peu certaines specs. Et les specs que je voulais savoir, notamment, c'était la résistance au froid, également donc à l'eau, et puis également au champ magnétique. Parce que l'aluminerie Alouette est un de nos gros partenaires, et dans les alumineries, le champ magnétique est fort. J'ai pas eu vraiment de réponse là-dessus sur le champ magnétique, juste que ça résistait à quelques millitesla. C'était pas du tout la réponse que j'attendais, évidemment. On a des champs qui sont supérieurs à cela. Mais on est allé faire des essais, justement, et le chien sans bras se comporte très bien dans un environnement à fort champ magnétique. Par contre, le chien avec le bras a un problème parce que il n'y a pas de cage de Faraday, notamment sur les moteurs, pardon, qui sont au niveau du bras, qui lui permettent de s'actionner. Et donc, le chien se couche, c'est-à-dire il se met en mode sécurité, en mode défaut. Bien. Alors ensuite, d'ailleurs, il faut savoir qu'au niveau de l'assurance, quand vous assurez le chien, vous n'avez pas le droit de l'assurer pour des environnements à fort champ magnétique et également au niveau du nucléaire. C'est pareil, ça c'est interdit. En tout cas, c'est pas assuré. C'est pas interdit, mais c'est pas assuré. Après, au niveau donc de la résistance à l'eau, donc ce qu'il faut savoir, c'est que la batterie, elle vient se loger sur le flanc du chien, c'est-à-dire sur le ventre en dessous. Donc là, il est certain que la batterie est isolée avec une espèce de petite grille, là, si vous voulez, est faite pour résister, mettons, un peu à de l'humidité, à de la poussière, mais on ne peut pas immerger le chien dans l'eau plus haut finalement que cette hauteur au niveau du début de son ventre. Faut aller en dessous, il faut vraiment faire quand même attention à cela, c'est clair. Après, l'autre question, quelle était l'autre question déjà? La deuxième partie de la question? C'était sur les conditions hivernales. Ouais. Alors, conditions hivernales, les specs sont moins 20 degrés Celsius. Et là, ce truc-là, le chien. Alors, vous avez vu tout à l'heure sur la vidéo avec les étudiants, il y avait de la glace partout. On sort le chien, il n'y avait pas de problème. Même, je dirais que au niveau comment, de la manipulation du chien, c'est assez smooth. Et puis, il y a eu des améliorations qui ont été faites. Fait que même sur la glace, le chien arrive à se débrouiller, ce qui n'était pas le cas au début où effectivement il tombait. En fait, le chien va se mettre en mode sécurité si on va au-delà, c'est-à-dire avec un certain temps d'exposition, évidemment, à cette température, en dessous de moins 20 degrés, c'est clair. Parfait, merci beaucoup. D'autres questions maintenant. Donc, une de Emmanuel et de Karl qui demandent est-ce que Spot en fait est capable de bien fonctionner sur un terrain instable avec des obstacles? On pense à terrain accidenté, une pente maximale, zone boisée, etc. Oui, alors c'est l'intérêt du quadripède hein, par rapport à une solution justement à roues, en robotique là. Puis nous, en fait, on l'a emmené dans des environnements. On parlait des longs convoyeurs tout à l'heure, les photos que je vous ai montrées, et les petites vidéos. Je me souviens d'un moment où on est allé, la première fois où on l'avait sorti justement. Il y avait une pluie là, parce que j'ai vu une question dans le chat là qui parlait de pluie forte. Effectivement, il y avait de la pluie assez abondante. Et donc ça s'est très bien passé, il n'y a eu aucun problème avec le chien. Quand on va faire de l'inspection non convoyeur, ben, effectivement, il y a du minerai de fer un peu partout. Il y a des tas. Et donc, le chien se joue de cela. Ça va, honnêtement, ça va très, très bien. Et je l'ai même vu fonctionner dans des environnements euh, où il y avait des câbles au sol, il y avait de l'alumine. Et en fait, ça se passe super bien. Si vous avez des craques dans le sol, la probabilité, évidemment, qu'une de ses pattes se mette dans les craques, elle n'est pas nulle. Ça, c'est clair et net. Mais néanmoins, quand une craque, il se met dans la craque, eh bien, à ce moment-là, le chien il tombe pas. Et puis la solution à cela, en fait, les coussinets du chien sont un peu curviligne et se démontent. Donc à ce moment-là, ce qu'il faut faire très simplement, nous on est autonome en prototypage ici, c'est-à-dire impression 3D et réalisation de cartes électroniques. Ben là, effectivement, en impression 3D, il faut imprimer un coussinet avec des petites collerettes. Donc à ce moment-là, le chien, ça n'impacte pas sur sa démarche, puisque les collerettes sont au-dessus de la partie curviligne. Et quand il rencontre une craque, ben, effectivement, la patte ne rentre pas, puisqu'elle est bloquée grâce aux collerettes finalement qui viennent finalement équiper les coussinets du chien, si je puis dire. Parfait. Puis justement, pour faire du pouce un petit peu là-dessus, j'ai une question de Benoît qui se demandait, est-ce que ça est déjà arrivé que le chien tombe sur le côté puis reste coincé, là, comme ça, un peu comme une tortue? Nous, on n'a pas eu ce type de cas, effectivement. On a eu une problématique à un moment donné, il y avait une mise à jour qui avait été faite par Boston Dynamics. Donc,
sur l'algorithme de descente de l'escalier, en fait, il monte dans un sens, il redescend dans le même sens, hein, eu égard à sa configuration physique, si je puis dire. Et donc, sur la mise à jour, effectivement, on a eu un problème sur un des moteurs. C'est le seul problème en réalité qu'on a eu. Mais nous, en fait, moi, sur ce type de plateforme, à coût très élevé, il y a ce qu'on appelle un spot care, finalement, qui nous permet d'avoir finalement une garantie. Donc, le chien, moi, j'ai expédié chez Boston Dynamics, et puis un mois après, on récupérait le chien avec le moteur réparé, quoi, sans coût pour nous. Parfait. On a maintenant une question de Martin qui demande en fait quel type d'autonomie on peut aller espérer de spot en termes d'heures, en termes de kilométrage. Ok. Alors, en termes d'autonomie, de durée surtout, c'est 1h30, ce qui est effectivement vérifié. Ça, c'est les données Boston Dynamics et nous, on a vérifié que c'est tout à fait correct. Puis, pour vous donner une indication, parce qu'évidemment, quand on achète les chiens, il faut se poser cette question-là avec des applications derrière que l'on entrevoit. Et pour l'inspection des longs convoyeurs, on ne va pas faire l'inspection du chien telle que je vous l'ai décrite tout à l'heure en une shot. C'est-à-dire, on ne va pas faire les 2 kilomètres comme ça. Donc, moi, j'avais acheté un Docker Station. Donc, c'est les supports en fait sur lesquels les chiens se reposent, entre guillemets. Donc, c'est quoi le repos? Ça permet de télécharger les données et puis aussi de les recharger en termes de batterie. Donc, moi, ce que j'ai envisagé, par exemple, sur les convoyeurs, c'est d'avoir une espèce de petite cabane, comme un mi-chemin, là. Le chien fait son inspection. Après, il vient se mettre dans la cabane parce que, évidemment, on ne peut pas laisser ça à l'air libre. Le milieu minier, quand même, est super pollué, là. Et donc, le chien vient se poser et vient se recharger à ce moment-là. Super. Donc là, on a maintenant quelques questions sur en fait d'autres utilisations possibles de Spot et c'est surtout en lien, ce que je comprends, avec les chantiers de construction. Donc la première question, c'est est-ce que Spot pourrait faire par exemple des vérifications 360 du plancher au plafond d'un chantier de construction? Ça peut être édifice, hôpital, école, tout en considérant en fait que les informations de conception sont sur différents plans. Par exemple, le plan pour le gaz, le plan électrique, le plan mécanique, la ventilation, etc., etc. Ouais, alors en termes de cartographie, évidemment, c'est tout à fait possible, hein. Le chien embarque un lidar, et derrière, il peut bouger son corps, si vous voulez, sur en 3 axes. Donc après, derrière, il ne faut pas le laisser tout le temps à la même dimension. Ça dépend de l'angle d'ouverture également du lidar que vous prenez. Si on prend un lidar avec un grand champ d'ouverture, à ce moment-là, avec des orientations qu'on va donner au chien, on va être capable d'aller chercher donc un maximum d'informations sur quasiment du plancher. Alors, plancher, c'est un petit peu délicat, évidemment, parce que le lidar, pardon, est embarqué sur le dos du chien. Et en tout cas, au moins du chien jusqu'au plafond et sur les côtés. Ça, c'est clair. Alors Parfait. après, ça, c'est juste à l'instant T, mais après, quand on déplace le chien, on est capable d'aller chercher de l'information devant et du coup, à la fin de mapper tout ça avec les nuages de points qu'on récupère. Puis, comment est-ce que se fait l'interaction avec les intervenants sur le chantier quand il y a des humains, par exemple, des contremaîtres, etc. Il y a des interactions avec le chien? Mais oui, puis souvent ce que font les compagnies, puis je trouve ça très très intéressant, quand elles souhaitent investir dans le chien, bah, l'idée c'est de le faire connaître, de le faire adopter. Alors donc on vient, on fait des manipulations, les gens s'en rendent compte, éventuellement on leur donne donc la tablette pour qu'ils le pilotent aussi. Il faut que les gens acceptent là, parce que c'est du changement quelque part, et il faut que les gens effectivement s'approprient cette nouvelle technologie et le voient pas comme un ennemi quelque part, quoi. Ils vont venir le flatter pendant le chantier. Ouais, alors là, ce que je leur dis, c'est bon, vous attendez pas effectivement à des réactions. Souvent, ce qu'on nous pose comme question aussi, c'est ce qui donne la patte. Bref, on a des choses comme ça, un petit peu. D'où effectivement une assimilation quelque part quand même avec l'animal, quoi, c'est sûr. Même si c'est un Ouais, robot, quoi. parfait. Est-ce que Spot pourrait inspecter des collecteurs d'égouts afin d'identifier des déficiences, à ton avis? C'est des choses. Alors, des collecteurs d'égout, c'est-à-dire que en fait, ce que j'entends, c'est donc carrément aller dans les tubes ou simplement à l'entrée. Si c'est à l'entrée, probablement, il y aurait certainement, par contre, des ajustements à faire, un petit setup à faire, effectivement, pour être capable de faire les essais et voir effectivement ce que ça peut donner, quoi. C'est clair. Parfait. Puis une dernière question dans cette catégorie-là, est-ce qu'on peut utiliser le robot pour effectuer un relevé topographique du terrain et aussi préparer le plan de localisation? Ouais, tout à fait. Ben, LIDAR. Donc là, effectivement, c'est la solution pour effectivement faire récupérer le nuage de points, faire de la cartographie, également voir si un environnement a changé. Bah, on fait une première passe, puis on refait une autre passe, puis après, les différents modèles que l'on récupère, bien, on vient un peu les superposer, faire comme de la comparaison, je simplifie un peu les choses, hein, mais du coup, ça permet de voir si les cartographies sont différentes et qu'est-ce qui a changé du coup.
Parfait. Bon, là, je vais t'emmener un petit peu ailleurs en santé et sécurité du travail. Il y a Étienne qui demande quels sont les débouchés en fait que toi tu vois, t'envisages en santé et sécurité justement. Alors, santé, sécurité, moi je vois ça certainement, c'est par exemple sur les longs convoyeurs, il y a quand même un gros intérêt parce que maintenant il y a des rideaux souvent qui sont positionnés devant les convoyeurs parce qu'il y a eu des incidents avec ça. Quand on fait l'inspection d'un convoyeur, il faut qu'il tourne. Et donc, mettons avec une caméra thermique, l'humain vient, il pourrait se faire arracher le bras. Donc là, il y a vraiment un enjeu santé-sécurité, même si le bras, c'est 70 000 $. Bon, de toute façon, si le bras est arraché, le chien part avec, je pense. Donc, on préfère qu'à perdre 400 000 $ que, effectivement, le bras d'un humain. Donc là, il y a cela. Il y a ce que j'exposais tout à l'heure également comme problématique sur les endroits où il y a eu un sautage, mais d'autres endroits où il y a des émissions de gaz, par exemple. C'est sûr que le chien pourrait venir, effectivement, faire ces mesures à ces endroits-là. Après, si on pense en termes de santé-sécurité, c'est-à-dire aller sauver une personne, il faut quand même avoir conscience que ce type de chien ne peut pas tirer un humain, par exemple. C'est quand même pas possible, quoi. On voit des Parfait. vidéos qui tournent sur Boston Dynamics avec plein de chiens, une voiture qui est tractée. Voilà, après, il faut relativiser un petit peu les scénarios qui sont mis en place, quoi, c'est clair. Hein, tout est beau, mais la réalité est un petit peu différente des fois. Maintenant, j'ai quelques questions sur en fait la nécessité d'intervention humaine avec en parallèle de spot. Lors des inspections, tu sais, s'il y a de la poussière, de la neige, de la buée, est-ce qu'il y a un arrêt de la lecture par le chien puis une demande d'intervention humaine ou on passe au point suivant? Après, c'est toujours pareil, hein, ça dépend du milieu. Je ne peux pas dire que non plus tout se passe bien à chaque fois. Mais moi, nous, on a fait des inspections dans des endroits où il y avait de l'alumine, à tel point que l'alumine tombait. Il y avait comme des fuites là, un peu du plafond. Sur le sol, ça représentait quasiment une couche de neige, mais grise. Donc, c'est pour montrer un petit peu la pollution. Puis on était tous complètement casqués là. Nous, effectivement, le chien, on était capable de faire de l'inspection dans ces endroits-là. Ça se passait bien. Donc après, sur un endroit, donc on parlait de pluie tout à l'heure, il est certain que si on laisse le chien dehors un certain temps à faire ses inspections avec de la pluie, avec du vent qui bouge, il se peut qu'à un moment donné, ça soit probablement problématique sur les caméras notamment. Voilà. Ça dépend du milieu. Et puis, des fois, force est de constater que, par exemple, on disait résistance tout à l'heure du chien à -20 degrés. Donc là, ça veut dire que les gens peuvent se dire, mais là, -20 degrés, ça veut dire que moi, là, dans le nord du Québec, là, c'est pas la peine de faire des inspections. Puis ça veut dire que c'est pas la peine de faire des inspections probablement en hiver, oui. Mais donc, il faut choisir son moment aussi pour faire des inspections. Parfait. On le voit par exemple, les inspections de drones sous-marins actuellement là, sur les structures portuaires qui sont faites juste avec de l'image. Bon, ben, c'est bien gentil, on voit des super beaux modèles, mais ça marche quand l'eau est pas turbide, c'est-à-dire quand l'eau est claire. Donc, quand il y a de la turbidité, c'est différent. Puis des fois, c'est Ok. bien on peut choisir ses saisons pour avoir une eau claire, mais il y a des endroits, malheureusement, ça marche pas comme ça. Donc c'est là aussi où on vient dire, ben oui, ça sera possible de le faire ou ce sera pas possible de le faire. Là aussi, il y a peut-être des améliorations à faire sur le chien. Il y a plein de choses à tenir, effectivement, dont il faut tenir compte, quoi, c'est clair. Puis en parlant de drone justement, est-ce que tu penses que l'utilisation du robot combiné à un drone pourrait être un bon complément? Exact. Moi, j'ai un projet en tête là, actuellement, donc qui serait faire de l'inventaire. Donc d'inventaire, mettons, sur des étagères qui montent à mettons 2 étages là ou 3 étages où il faut éventuellement mettre des échafaudages, etc. Donc là, on retrouve un aspect santé, sécurité. Puis là, ben, ça serait peut-être intéressant, mettons, en faisant de l'inventaire par la RFID, c'est-à-dire que tout est tagué en hauteur. Ben, on a un drone qui est sur le dos du chien, puis à ce moment-là, ça vient se déplacer dans une rangée, le drone décolle, puis à ce moment-là, lui, il est équipé d'une antenne RFID à polarisation circulaire, là, puis il vient, tac, 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 prendre tous les tags les uns après les autres, il vient se reposer sur le chien et on continue l'inspection. Donc oui, ça peut être intéressant, ouais, effectivement. Après, il faut tenir compte aussi que le chien, encore une fois, a 1 heure et demie d'autonomie. Peut-être qu'il y aurait moyen d'embarquer d'autres systèmes de recharge aussi, pourquoi pas. Puis là, il y a une possibilités qui sont presque infinies, hein. On le voit actuellement avec les technologies de recharge sans fil, où les drones viennent se poser sur des plateformes, se rechargent tout seuls. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça qui serait envisageable également. Donc, c'est ça. Mhm. Mhm. Puis Christian pose une question sur tu sais, la surcharge de prise des données ou de la lecture. Est-ce qu'il est possible d'avoir une intervention humaine, interne ou externe, s'il y a saturation de mémoire, mais que l'inspection n'est pas terminée? C'est en cours d'inspection, il y a possibilité d'intervenir, de changer une carte mémoire, etc., pour continuer?
Ben, en fait, là, on est vraiment sur donc c'est un Linux embarqué hein, qui est sur le chien RoboSpot avec une capacité. Il est certain que c'est compliqué à un moment donné de venir en plein cours d'inspection arrêter tout. Puis il y a un module LTE dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il est certain qu'on ne va pas utiliser la LTE pour faire du transfert de données comme ça en live. La LTE, elle sert plutôt pour générer des alertes éventuellement, mais pas pour faire du flux de données, quoi. C'est sûr. Parfait. Michel demande, je pense que tu l'as mentionné, mais un petit rappel serait bienvenu. Quel est le poids maximum embarqué en fait par spot pour se déplacer adéquatement? 15 kilos. 15 kilos. Parfait. 30 livres à peu près, quoi, finalement. Charles et Carl se questionnent sur en fait combien de temps de recharge pour 1 heure et demie d'autonomie. Ça demande combien de temps de recharger spot? On est à peine 1 heure, même pas là, finalement. Donc c'est quand même assez rapide, hein, c'est clair. Ouais. Parfait. Question de Maxime et Stéphane maintenant. En fait, quels sont les autres robots ou les appareils que tu as regardés avant de faire ton choix sur Spot? Puis pourquoi, en termes de comparaison, tu es allé vers le robot de Boston Dynamics? Alors, c'est sûr qu'à l'époque, il n'y avait pas encore Anybotics, là. Je ne sais pas si vous avez regardé, c'est une compagnie suisse qui fait donc un chien, un robot qui est similaire à Spot, moins beau, à mon sens, mais bon, en tout cas, ça, c'est de l'esthétisme, on s'en fiche. Après tout, ce qui est important, c'est l'efficacité surtout. Mais c'était surtout à l'époque, il y avait Unitree. Je pense que vous avez vu tourner des capsules vidéo où on a des chiens qui font des saltos, qui montent des hauteurs impressionnantes, et puis on voit des gens qui les maltraitent sur les vidéos. Moi, j'ai toujours un peu de misère avec ça, là. Mais l'idée de montrer un peu la robustesse probablement du robot. Mais moi, je voulais pas ça parce que j'avais des exemples de collègues qui travaillent dans des laboratoires de recherche à l'international qui avaient un Unitree et qui avaient des problèmes sur le service après-vente et des problèmes de fonctionnel. C'est-à-dire que le chien tombait souvent en panne, fait que finalement, ça retardait beaucoup les projets. Donc moi, j'avais en termes de fiabilité, j'ai supposé avec mon analyse que Spot était bien supérieur. Les prix ne sont pas les mêmes, c'est certain, mais moi, je voulais une solution fiable. Donc, c'est pour ça que je me suis orienté vers Spot. Mais pour tout vous dire, actuellement, là, donc, sur une demande de subvention, on attend le résultat. Je croise les doigts fortement. Et donc, du coup, il y a prévu, parce qu'il faut qu'on continue à nourrir notre flotte de Spot, là. Alors, c'est soit effectivement un autre chien Spot, soit peut-être Anybotics. On va voir. L'idée, ça va être encore une fois d'étudier, de prendre des contacts avec Anybotics et voir comment ça se passe. Parce que là, on a une solution qui est aussi robuste. Donc voilà, il faut challenger, puis je pense que c'est intéressant. Après, peut-être que ça peut être une ouverture. Voilà, faut pas non plus s'enfermer dans une seule solution. Merci. Deux dernières questions pour terminer. Donc, une question de Guy qui est reliée au coût. Donc, combien coûte un chien, tu sais, avec l'entretien, le docking inclus? Alors, en fait, quand on prend le Docker Station, qu'on rajoute la caméra PTZ que je vous ai présentée tout à l'heure, qui comporte une caméra thermique aussi, et un module thermique, et puis, enfin, caméra thermique, et puis également le micro, plus le lidar, on est à peu près à 350 000 $ à la louche. Alors, je dis comme ça parce que sur le deuxième achat, j'avais racheté un autre Docker Station en prévoyant que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, avec le fait que Spot se déplace le long du convoyeur, se pose sur un autre Docker Station pour se recharger, puis repart finir son inspection. Voilà, donc c'est à peu près les tarifs. Le chien avec le bras, à l'époque, on était à 420 000, parce que comme je vous l'ai dit, c'est à peu près 65 000 - 70 000. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu le logo Desjardins, parce que Desjardins a contribué avec nous sur l'achat du chien, puis ça correspondait, la somme investie par Desjardins correspondait finalement au montant du bras, quoi. Voilà. Donc c'est notre bras Parfait. Desjardins, finalement. Dernière question de François. Donc, à quel moment on pourrait espérer en fait pouvoir prendre un chien pour assurer notre inspection de chantier? À quel moment Ouais, à partir du moment où c'est intégré là, tu sais, de façon réaliste pour les entreprises, parce que là, on est dans le milieu de la recherche là avec les projets, mais est-ce que tu vois ça bientôt, demain, dans quelques mois, dans quelques années? Ah bah oui, nous on travaille là-dessus, hein. Mon idée là est qu'on développe différents types de projets, qu'on communique avec des vidéos qui montrent vraiment l'intégration et pas juste finalement le papier cadeau là où on voit le chien qui est téléopéré. La majorité des vidéos que l'on voit sont des vidéos où le chien est téléopéré. Et moi, ce que je veux, c'est qu'on montre en autonomie totale, c'est ça l'intérêt du chien. Que, mettons, on soit capable de. Donc, ça, le fait de céduler des missions, ça existe déjà.
Et moi, je veux qu'on ait des use cases avec ça et que, par exemple, on voit, mettons, à 9 heures, le chien 1 se lève pour aller faire son inspection avec un type d'inspection. À 9 heures, le chien 2 se lève pour aller faire une autre inspection. À 10 heures, c'est un autre chien qui se lève. Bref, qu'on soit capable de céduler des missions en totale autonomie. C'est ça le but du robot, quoi. Donc moi, je veux montrer effectivement différents use cases dans différents domaines industriels et qu'après, derrière, bah, les compagnies disent, waouh, OK, ils font ça, ils sont capables de faire ça, puis là, ça me parle parce que c'est quelque chose que je voudrais probablement implanter chez moi sur un chantier ou autre. Et qu'à ce moment-là, ils viennent frapper à notre porte, quoi. Merci beaucoup, Laurent, pour ta participation. Merci. Ça m'a fait super plaisir. Donc, on a commencé l'année 2025 en force, d'abord avec un excellent conférencier, tant dans le sujet que dans le dynamisme de la présentation, encore merci, mais aussi avec la participation. On avait quand même plus de 600 inscrits et près de 500 participants tout au long du webinaire, donc c'est vraiment un beau chiffre. Merci aussi donc au public d'avoir suivi ce premier webinaire 2025 sur les technologies émergentes au Québec. Il va être disponible donc en replay comme annoncé. Je vous rappelle également les prochains webinaires. Donc, on aura un qui sera le 19 février, donc pile poil dans une semaine, à l'heure du midi. Puis il portera sur la conduite intelligence des véhicules hors route. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et il y aura également un troisième webinaire le 12 mars sur l'heure du midi également. Et celui-ci portera sur les technologies immersives pour le bâtiment. Merci encore de votre participation. Merci à toi, Laurent, de nous avoir présenté ces beaux projets, puis avec autant de dynamisme, puis des beaux visuels, des belles vidéos. Et puis, je vous dis à tous, à bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.